Merci Michel. Et merci Thierry pour la lecture. C'est large. Bon, c'est Michel. Il y a beaucoup. Est-ce que... Le bar est ouvert. Le bar est ouvert. Là, mais oui. Alors, oui. Tu veux commencer? Tu veux ouvrir les hostilités? Les hostilités. Ouais, non, mais il faut... Enfin, tout d'abord, merci Michel pour cette belle présentation. Beaucoup de plaisir à t'entendre. Moi, j'avais une question. Tu parlais de chez cet auteur, Marie Ndiaye, de cette émancipation chez les différents protagonistes. Enfin, il y a comme une sorte un peu de processus thérapeutique où ils réécrivent un peu leur histoire. Enfin, j'ai lu que la première nouvelle et je trouve que on perçoit son rapport au père semble moins persécutoire au fur et à mesure que les choses évoluent. Donc c'est comme si elle réécrivait un peu ce qu'elle avait. En plus, elle le retrouve sur sa branche, parce qu'il y a toute la dimension surnaturelle. Il habite dans l'arbre, le père. C'est un oiseau. Mais quand même à bonne distance, je crois. Oui, ouais. Quand même une distance. Et moi, je me demandais ce que disait... Enfin, je suis allé simplement sur Wikipédia voir qui était cet auteur, etc. Enfin, voilà, elle a vécu en France, son père est parti au Sénégal, je crois. Enfin, bref. C'est tout ce que j'en sais, mais ça m'intéressait de savoir ce que disait, ce que peut dire cet auteur de son propre travail d'écriture. Est-ce qu'elle parle d'émancipation? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ce que tu disais? Ou est-ce qu'elle reste comme un certain nombre d'artistes une certaine pudeur par rapport aux choses? Rapidement, je disais, allez voir, Marie Ndiaye, elle est fascinante, parce qu'elle ressemble à la plupart de ses personnages, je trouve. Elle est très froide, très distanciée, elle dit très peu de choses, et je trouve ça magnifique. Donc rien du tout. Dans un autre registre, elle ressemble à Lynch, on lui parle de ses films, on lui demande des explications, puis il renvoie comme ça, très bellement, quoi. Donc elle ne rentre pas là-dedans du tout. D'accord. Comme si j'étais intrigué. Oui, je me permets parce qu'en fait, moi aussi, je me posais des questions par rapport à la relation entre le travail et puis la personnalité de Marie Ndiaye, en fait. C'est quand même sur l'aspect autobiographique. Moi, j'ai pas lu le livre, mais par contre, j'ai lu des interviews d'elle et puis elle a pris des positions politiques quand même très, très déterminées, en fait. Elle a vraiment dit aller habiter à Berlin parce que la France lui était insupportable quand même. Donc, par rapport à cette question... La France et Sarkozy. Sarkozy, mais elle n'est pas revenue depuis, disons. Donc, en fait, c'était pour préciser que pour moi, c'est quand même un enjeu très important. Puis, à partir de là, il y avait plein de questions que je me posais par rapport à la mise en contexte. En fait, à la fois, je trouve très intéressant et puis suffisant déjà de simplement prendre le texte pour lui-même. J'ai parlé de ça au départ. Mais quand même, je pense que ce n'est pas innocent aujourd'hui de lire Marie Ndiaye dans une classe, dans un collège en fait, parce qu'il y a tout l'enjeu de la représentation, une femme noire. Sachant aussi voilà, voilà, la question du français, qui peut parler en français, qui peut écrire en français, qui est légitime, pas légitime, qui tout d'un coup se retrouve classé dans la francophonie plutôt que dans la littérature française. Enfin, tout ça c'est des enjeux qui me paraissent aussi très intéressants par rapport à cette question de l'émancipation, de la légitimité, de tout d'un coup se sentir justement voilà, légitime simplement. Coécrire en français, par exemple, il me semble, et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéressait. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à la fois, mais comme ça sera fait. Si tu abordes cette question de la langue française comme quelque chose qui en soi aussi est très codifié, a vraiment un enjeu de ségrégation quasiment presque. Enfin voilà, tout ça, et puis si elle revient là-dessus à certains moments, comment se mêle voilà, ses prises de position politiques et puis son travail littéraire par exemple. Bon, sur la question politique, je ne veux pas me prononcer, évidemment que j'apprécie cette position politique, moi ça me va, mais je pense que c'est pas pour rien, parce qu'il y a toute une question sociale dans ces textes. Je n'ai pas le temps de tout dire, évidemment, déclassement social, etc. Passons. Mais c'est drôle, parce que moi, quand j'ai lu ça il y a 5 ans, je pensais que c'était une auteure africaine, quoi. Je me suis dit, tiens, elle parle de l'exil d'Afrique. Non, puis elle le dit elle-même, elle est française, quoi.
Elle a passé 20 ans avant. Elle fait son premier voyage à 20 ans pour aller retrouver son père qui est parti, elle avait 2 ans. Elle a vécu en France, je ne sais plus où, bonne, vraiment bourgeoisie française, origine campagnarde chez sa mère. Rien. Elle parle un français. Enfin, c'est une autrice française. Et donc pour elle, c'est seulement dans ce texte que tout à coup, elle complexifie, si on veut, un enjeu qui est tout le temps dans ces textes, par évidemment un truc sur lequel elle, évidemment, je pense que c'est pas pour rien qu'elle a eu le prix Goncourt. Tout à coup, on dit, waouh, la culpabilité, l'Afrique, tout ça. Mais c'est quand même dingue. Elle n'est pas africaine. Elle est française. Il se trouve, et ça apparaît dans ses textes, elle le dit d'ailleurs, la seule chose que j'ai, oui, c'est que j'ai un visage noir et un patronyme africain. Et puis ça, bah oui, on me le renvoie, etc. Pour le reste, moi, je ne connais pas l'Afrique, elle le dit, quand elle écrit ça, elle ne connaît pas l'Afrique. Elle projette elle-même des choses. On ne laisse pas nous en dire plus. J'ai justement une question. Merci. Alors j'ai une question à propos de... J'aime beaucoup ta lecture, c'est aussi la mienne. Moi, je me retrouve assez personnellement de cette idée que l'assignation, lutter contre l'assignation au sens, et le fait que paradoxalement, apprendre à lire, comme tu dis, c'est apprendre que les mots qui sont figés dans l'impression et dans la fixation et dans l'établissement du texte se présentent en fait des dispositifs qui nous donnent les moyens de désamorcer cette assignation constante. Je me demande aussi, tes élèves, ils n'ont pas fait le même parcours que toi, ils n'ont pas le même âge que toi. Je vais me faire un peu l'avocat du diable en me demandant, est-ce qu'ils n'auraient pas un peu besoin d'une stabilisation du tableau? De quel genre? De quel genre la stabilisation? Alors justement, je te donne un exemple. La fin de la première nouvelle, ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus on avance dans cette nouvelle et plus on apprend que le père de cette femme est un personnage absolument horrible, il n'y a rien. C'est l'image même du patriarcat. Et il a accepté que son fils aille en prison à sa place pour un meurtre qu'il a lui-même commis, ça lui pose pas tellement de problèmes. Il est vraiment affreux, comme souvent les personnages de Chamarine, les personnages secondaires sont parmi les galeries de personnages, mais les plus immondes les uns que les autres. Puis quand on termine cette histoire, on a envie que cette femme qui a décidé qu'elle allait prendre en charge la défense de ce fils qui s'est fait accuser à tort, qui a accepté de se faire accuser pour vrai, on a envie qu'elle fasse cette défense, qu'elle soit avocate, pour faire condamner le père. Mais visiblement, c'est pas ça qui va se faire. Je mets à la place de l'élève et l'élève va se dire, mais monsieur, c'est salaud, parce qu'il va s'en sortir. Et derrière ça, il me semble qu'il y a un motif christique fondamental. Oui, alors d'accord, mais et puis dans la chef. Je suis d'accord avec toi, mais on va pas trop loin. Parce que, comment est-ce qu'on s'accroche pas à ça? Comment est-ce qu'on n'assigne pas le sens à un motif christique finalement? Ah ben c'était ça. Oui, mais tu vois, par exemple, pour te dire, par rapport à la figure du père, je trouve que tu as une lecture justement que d'un côté, parce que ce qu'elle découvre, parce que à la fin de chaque histoire, je n'ai pas eu le temps de le dire, elle fait un contrepoint, juste une petite page, où on est dans le regard d'un autre personnage. Oui, on est en focalisation que, puis tout à l'heure, on a le point de vue du père, la dernière. Et le père, qu'est-ce qu'il voit à la fin? Il voit sa fille venir se poser, comme un oiseau aussi, sur sa branche. Et puis il dit, ah, waouh, super, puis pour une fois, il n'y a plus de malaise. Comme s'il y avait eu un croisement. C'est-à-dire que ce père est un salaud, peut-être, mais tout à coup, par le jeu de prise de conscience du personnage, elle se rend compte qu'elle-même aussi, elle a quelque chose de dur, qu'elle a hérité du père, que le salaud n'est peut-être pas un salaud. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, oui, moi, j'essaie d'être salaud avec mes élèves, mais je leur dis, hein. C'est-à-dire, je dis non, moi, je vous mets tout de suite dans l'ambivalence, ouais. Parce que je ne veux pas leur faciliter la vie. Puisque précisément, on est dans une situation d'ambivalence, de quelqu'un qui, prenant conscience que les choses ne sont pas si simples, que le récit de ressentiment et de rancune, qu'elle s'était construite. Oui, je veux Voilà. accaparer la parole. Mais ça rejoindrait la question christique, mais on n'a pas le temps pour ça. Parce que je pense que c'est ça la sainteté.
Alors oui, moi j'ai une question, enfin une remarque-question sur la littérature, et puis pour reprendre un peu la question, est-ce qu'elle est femme, est-ce qu'elle est africaine, est-ce qu'elle est francophone ou française, elle est assez claire là-dessus, puis toujours très froide, mais aussi pour reprendre la littérature, la fonction de la littérature, l'école. Il me semble, moi, pour le dire très vite, simplement, que la littérature, elle a d'abord une histoire. Bon, tu as cité Diderot, peu importe, il y a le romantisme, la littérature. Et je dirais que la littérature a deux faces, deux visages, et puis ça se joue sur la discussion. D'une part, elle est un fait d'histoire, de culture, où aujourd'hui on a des débats sur la civilisation, mais ils ont une culture, ils donc. Et c'est pas étonnant que justement elle soit à l'école, parce que l'école c'est le lieu où la culture se transmet, se solidifie, se stabilise, ou bien au contraire se déstabilise, instituer, désinstituer. Donc il y a une face culture, avec l'ambiguïté de cette modernité culture, parce que justement ça serait la culture qui devrait nous émanciper, et donc le savoir. Ah oui. Et dans les deux sens, le savoir sur le texte, ou le texte comme savoir, produisant du savoir. Ça c'est une face de la littérature et de la modernité. Et puis il y a l'autre, il me semble que justement c'est ces deux faces que je sens bien, et dans ta pratique et dans ce que tu dis, mais je finirai juste par une question. L'autre face, c'est tout le contraire, et dès le début. C'était bien justement que tu termines par Diderot, parce que la littérature c'est pas ça. C'est pas christique, ou c'est pas qu'est-ce qui se passe dans ce récit, c'est trois fins, puis pas de fin du tout. Mais alors justement, c'est pas l'institution, c'est pas la langue, et justement, il n'y a pas de littérature, en fait, Joyce, hein, les 100 ans de Ulysses. La littérature, c'est pas justement la langue haute ou stabilisée dont on parlait, la sociologie des littératures et des langues, mais quand il y a littérature, l'autre face, c'est cet échappement, cette espèce d'anarchie au sens fort. On sort de toute institution et de toute langue. Et de toute langue. Et quand on parle de singularité d'une langue, en linguistique, ça n'existe pas, si j'ai compris quelque chose. Non, c'est justement. Alors, question. Alors ça, je crois que c'est quand même important, parce que justement, l'école, elle est à la jonction de ce fait de culture, d'histoire, de savoir et de pouvoir, et puis elle touchant la littérature. La philosophie, je vous la laisse, mais touchant la littérature, touchant la littérature, au moins, elle touche cette espèce de bascule possible, qui est le cœur de ce aurait été la littérature. Ma question, c'est juste, alors, moi, ça m'a un petit peu, Sartre 2-3 fois, et puis, alors, d'un côté, oui, il y a du corps, mais d'un autre côté, ce discours du corps, et puis, alors, évidemment, s'il faut encore citer Sartre, alors là, on n'est pas dans la merde, sur la question du corps, de la conscience et de l'authenticité, mais est-ce que justement, fuite ou anarchie plus radicale encore, est-ce que la littérature, est-ce qu'il y a vraiment du corps, des affects, quand on parle de corps ou d'affects, comme tu l'as fait longtemps dans ton discours, est-ce que là aussi la littérature, elle ne déplace pas l'expérience de la lecture, ou parler d'un livre, on sent rien quand on lit, il n'y a pas d'odeur, on n'a pas tout à fait les mêmes sentiments, dans le sens où on n'a pas un père oiseau dans un grand arbre. Ce que je veux dire, c'est est-ce que, ma question, est-ce que le corps, je finis, est-ce que le corps, il n'est pas encore, dans ton herméneutique, une terre d'asile par rapport à l'étrangeté ou à la barbarie de la littérature? Oui, mais je ne peux pas te répondre, puis on va continuer après d'autres questions, mais pour moi, le vrai corps, c'est le corps du texte. C'est pas les corps individuels, machin, puis qu'après, on aurait des affects. Nous, on est pris dans quelque chose qu'on ne comprend pas, de manière plus globale. Pas de France, pas de langue, c'est ça? Non. Pour moi. Hein. Ok. Alors, je passe à Hugues, puis après... Enfin, c'est des prothèses.
d'un pro qui n'a pas de thèse, enfin bon, pas.